Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 86. Nous sommes toujours le 24 mars 2023, je suis toujours accompagné de gens merveilleux tels que Emmanuel Bosquet. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Je m'appelle Emmanuel Bosquet, j'aime bien coder en Rust, mais je suis quand même un être humain. Du coup, je mange des cookies et je parle espéranto. Ah, là j'allais essayer de dire un mot en espéranto, mais je ne sais Saluton. pas assez. Saluton. Je sais dire keksoy, qui veut dire biscuit en espéranto. Oui. Allez. Je suis aussi accompagné de Guillaume Assier. Bonjour Guillaume, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonjour, moi je m'appelle Guillaume Assier, je suis apprenti ingénieur en sécurité chez Clever Cloud et je viens embêter mes collègues en leur parlant de sécurité et jouer avec des load balancers. Ah. Voilà. Parfait. Je suis également accompagné donc de l'invité du deuxième invité, je sais plus comment, de la deuxième semaine quoi. C'est ça que je voulais dire. Jérôme Wex, on prononce le X. Et bonjour Jérôme, que fais-tu dans la vie ? Bonjour, je m'appelle Jérôme Rex et je suis le CTO, CEO, Chef of Everything Officer d'un portail immobilier. Voilà. Très bien. Mais quel est ce portail immobilier ? Je vous le nommerai après, mais en gros, il m'est arrivé un truc particulier parce que avant d'être le fondateur d'un portail immobilier, je suis quand même surtout un développeur. Qui, il y a quelques années, s'est fendu d'un gros article pour dire que quand même Rust, ça avait l'air vraiment très bien. Et j'avais très envie d'en faire. Sauf que je suis un vieux développeur. Même sur ma fiche de paye, pendant longtemps, il y a eu marqué architecte. Et donc, c'est compliqué juste de se présenter pour faire de la prestation ou même être salarié en disant je veux faire du Rust mais je sais pas encore en faire. Donc j'avais un vieux projet qui traînait dans un coin puisque le projet dont je vais vous parler, le nom de domaine je le possède depuis 16 ans. En fait c'est un vieux projet que j'avais écrit une première fois en PHP MySQL avec mes compétences de l'époque. C'était pas faux, c'est pas foufou. Et donc j'ai commencé gentiment après une première phase où j'avais fait des POC pour mon ancien boulot en Rust sur mon temps libre. J'ai commencé à porter toutes mes compétences, de tout ce que je savais faire d'à peu près bien dans le e-commerce en C#. J'ai commencé à les porter gentiment en Rust. Donc HTTP, check ça marche, communication avec Postgre, check ça marche. Tiens allez, si on faisait un event store avec Postgre, ça marche. Un petit peu d'acteur modèle. Allez, c'est marrant, ça marche. Puis on met un Elasticsearch, et puis un Redis, et puis on met de l'observabilité, et gentiment comme ça sur un use case. Je suis arrivé à un produit qui fonctionnait. Je vais même faire je vous en ai parlé au précédent épisode, un serveur FTP qui me sert de proxy vers mon API HTTP. Et tout ça, c'est allé jusqu'à la prod. Et donc, aujourd'hui, je suis un développeur Rust. Et je suis aussi du coup le fondateur d'un portail immobilier qui s'appelle Wimo.com, WY2MO. Ça commence, il y a presque 1 millier d'agences immobilières. Du coup, il y a référencé dans l'outil, tu veux dire ? T'as pas 1 millier d'agences en France là, non ? Non, il y a 1 millier d'agences. Ça commence tout juste. Il y a presque 1 millier d'agences immobilières qui envoient leurs annonces, ce qui nous fait presque 20 000 annonces. Ok. Donc c'est 2% du marché, pour donner un ordre d'idée. Donc je suis pas encore. Quand tu dis elles envoient leurs annonces, c'est vraiment elles publient sur la plateforme. Elles publient leurs annonces sur la plateforme. Ok. Si vous allez sur wimo.com, WY2MO, vous pouvez vous amuser. D'ailleurs, comme je suis pas du tout bon en front et que j'avais la flemme de faire un formulaire,
J'ai fait un parseur de query qui vous permet directement de taper dans la barre de recherche les noms de villes. Si vous mettez 42M, il comprend que ça va être au minimum 42 mètres carrés. Si vous mettez 40K, il va comprendre que c'est au maximum 40 000 euros. Puis voilà, vous pouvez appart, maison, enfin il comprend tout un tas de mots comme ça, juste avec du parsing un peu bête, c'est pas du machine learning et tout ça. Ce qui d'ailleurs fonctionne côté navigateur, parce que tout ça c'est balancé en WASM. Côté navigateur. Ouais, c'est vraiment un portail immobilier qui fonctionne. Et en même temps, c'est un laboratoire technique juste at scale qui me passionne. Enfin, je passe un peu mes soirs et mes week-ends et c'est, je m'amuse beaucoup. Et en même temps, je suis super sérieux. J'essaie vraiment d'en faire quelque chose. Voilà. Ouais, je suis en train de tester, c'est pas mal. Et surtout vachement réactif en fait. Ça, c'est un truc. Je suis étonné de la réactivité. C'est-à-dire que d'habitude, t'es sur un portail, la page elle met 8 ans à charger. Et là, pour le coup, c'est réactif, quoi. Alors le truc, c'est que c'est abusément optimisé par rapport à la charge utilisateur. Ça tourne chez Clever sur pratiquement la plus petite instance possible, donc je suis vraiment pas le bon client pour vous. Mais c'est du délire, quoi. Enfin, c'est les perfs sur un cas comme ça. Les perfs que j'ai, en fait, jamais ça transpire, quoi. Même si, aujourd'hui, mes plus gros utilisateurs, c'est des crawlers. C'est quand même rare qu'un crawler, ça envoie plus d'une requête par seconde, histoire de pas faire tomber les sites. Moi, quand j'ai l'occasion de les paramétrer, les crawlers, je leur fais x10 ou plus sur le truc, histoire qu'ils fassent un peu transpirer le CPU. Mais ça n'arrive pratiquement jamais. C'est donc, oui, c'est pas étonnant qu'ils soient réactifs. Et puis ce qui te coûte le plus cher globalement, c'est Elasticsearch, quoi. Ouais, exact. Je vois que t'as regardé ma facture. D'ailleurs, l'Elasticsearch, je désactive le Kibana, histoire de diviser un peu la facture par deux. Ouais. Donc c'est mon petit projet. Ça m'a permis de monter en compétences vraiment à l'échelle et sur des archives pas faciles. Parce que il n'y a pas tout le monde qui fait du CKS Event Sourcing, il n'y a pas tout le monde en Rust. Mais du coup voilà, c'était un peu comme ça que je suis monté en compétences. Ouais, et du coup, là, quand tu dis qu'il y a des agences qui t'envoient les trucs, c'est vraiment genre t'as une API ou un truc comme ça. L'API standard du marché de l'immobilier en France, c'est un fichier balancé par FTP, c'est un zip avec un CSV bien dégueulasse, où il y a écrit le fameux nom en français. Voilà, donc clairement un protocole d'il y a 20 ans. Ou plus. Et donc une fois implémenté par ce protocole, il faut téléphoner au logiciel de gestion d'agence immobilière et leur présenter le projet, leur dire que ce serait quand même cool qu'ils puissent nous envoyer les fichiers. Il y en a qui sont sympas et qui veulent bien nous parler, et puis il y en a d'autres, j'attendrai d'avoir plus d'utilisateurs pour qu'ils veuillent bien me parler, et puis voilà. Une fois qu'on a chopé la doc, finalement ça a été simple. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un serveur FTP en mode librairie qu'on peut utiliser. Donc, on peut mettre de l'authentification custom sur un FTP en Rust. Et donc, quand on s'authentifie sur le FTP, ça envoie une requête HTTP pour choper un token du côté de l'API, quoi. Donc, c'est tout. C'est propre, c'est trop bien, quoi. C'est tout ce qu'on aime. Ouais, voilà. Ça marche. Et j'espère que ce projet va fonctionner. J'espère aussi. De toute façon, on a le temps. Techniquement, il a l'air de fonctionner, là. J'ai le temps. Et puis, j'espère que commercialement, ça va fonctionner. Il coûte pas cher en prod, donc j'ai le temps. Voilà. Ça marche. Alors, en parlant de trucs qui coûtent cher, je suis très fier de ma transition. En parlant de trucs qui coûtent cher, apparemment, en ce moment, c'est les employés qui coûtent cher pour les entreprises de la tech. Parce que ça fait quelques mois là qu'il y a des coupes dans les effectifs dans pas mal de grosses boîtes qui avaient embauché il y a quelques années un peu comme des folles et qui sont fait rattraper par le Covid. Je crois que c'est... Pourquoi j'ai mis Guillaume? Non, c'est Guillaume qui avait mis ça ou c'est Jérôme? C'est Jérôme, non?
Ah oui, c'est moi. C'était pas moi. Ouais, c'est bien ça. Hein. On a dû se planter en mettant le prénom. Donc oui, c'est Jérôme qui avait mis ça avec la question de comment ça marche chez Clever aussi. On pourra en parler après. Tu veux nous parler des articles que tu nous proposes? Oui, c'est quelques articles qui témoignent en France de ce que l'on a déjà entendu sur le marché américain, où il y a les GAFAM qui dégraissent un peu violemment, après avoir beaucoup embauché pendant la période Covid. Donc finalement, peut-être que c'est un solde positif à la fin, mais on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il se passe quelques trucs sur le marché américain. Le marché américain fait le reste de l'ambiance du monde, donc on sait que ça va se passer en France avec un peu de délai et peut-être un peu moins de violence. Et même c'est quelque chose que je ressens moi sur ma vie de prestataire, puisque très franchement, j'ai jamais trop cherché de boulot, et en général, quand j'envoie mon CV en l'air, il y a trois contrats qui retombent, et là, ils mettent du temps à retomber. J'avais pas l'habitude de ça. Donc voilà, c'est comme ça. On sait entre guillemets que c'est temporaire. On sait que sur des profils expérimentés, il y a. Donc là, même pour toi, en termes de contrat, tu vois vraiment un ralentissement dans les contrats qui arrivent, quoi. Enfin, oui, c'est aussi parce que je suis très difficile. Enfin, je veux dire, s'il s'agissait juste de trouver de la presta en .NET et que j'habitais à Paris, voilà, c'est pas un problème. Mais quand on est full remote, et oui, je suis compétent en .NET, mais j'ai très 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 envie de faire du Rust. Voilà, c'est pas exactement la même ambiance, et c'est pas le marché en Rust. Même si on voit des mouvements, il va pas être mainstream, il va pas être mature avant peut-être plusieurs années. Ouais. Et aujourd'hui, de toute façon, on sait bien, changer de stack, même pour une meilleure, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça serait juste stupide de réécrire des produits qui fonctionnent très bien, qui sont bien maintenus, avec des équipes formées sur un nouveau langage, même s'il est meilleur. Donc, c'est clair, oui, parce que ça veut dire former toute son équipe parfois. Oui, toute son équipe, jeter le code, réécrire, pas gratuit non plus. Donc, ça va être forcément des projets qui démarrent, et puis ça va. On sait comment ça s'est passé pour toutes les autres technos. Et voilà, je pose la question à Clever du coup, parce que je vous ai sous la main. Même en temps, c'est peut-être des données un peu secrètes, mais est-ce qu'il y a aussi vous ressentez un ralentissement de marché voilà. Alors sur le marché en lui-même, pas spécialement. Sur le côté hébergement, ça fonctionne. Enfin, c'est une problématique que les gens ont de toute façon. Donc la croissance est là. Là où on est un peu plus touché depuis un an maintenant, et puis ça va un peu par vague, comme le Covid. C'est le churn, c'est-à-dire en ce moment, il y a une mode, c'est de partir en liquidation pour pas mal de boîtes. Et en fait, on a quelques clients de temps en temps beaucoup plus régulièrement qu'il y a 3 ans, quoi, globalement. Les clients qu'on perd, c'est ceux qui partent en redressement, qui partent en liquidation. Donc parfois, on les garde parce qu'ils se font racheter par quelqu'un d'autre qui laisse les services, qui garde les services, etc. Mais la plus grosse perte là depuis un an, c'est vraiment les entreprises qui potentiellement auraient coulé en 2020 et qui ont été sauvées grâce au Covid, qui ont été sauvées grâce au financement, etc. Ou qui n'auraient pas dû couler en 2020 ou que le Covid aurait pu faire couler en 2020 et qui ont été sauvées grâce au financement. Sauf que là, les financements publics se sont arrêtés. Et les entreprises ont quand même pas réussi à se relever, quoi. Donc il y a un petit peu de tout, et là il y a quand même une bonne augmentation depuis début 2022 globalement. J'ai pas suivi les financements, donc ça se trouve c'est un peu l'arrêt aussi des financements, 6 mois après l'arrêt des financements, quelque chose comme ça. Donc voilà, aujourd'hui l'attrition est plutôt due à des entreprises qui coulent parce que elles n'ont plus de
Voilà, parce qu'ils ont pu les aides, quoi. Ok, moi je me pose une question, parce que j'ai vu des entreprises faire des levées de fonds et recruter une demi-douzaine de développeurs pour s'en séparer 6 mois, 1 an plus tard, parce que ça suivait pas derrière. Est-ce que c'est une mauvaise chose que la bulle, comment dire, de surcotage, j'ai envie de dire bulle spéculative, mais c'est pas exactement le terme, mais la bulle des salaires, mettons, et de la demande des développeurs, le fait qu'elle crève, est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que j'avais l'impression qu'on embauchait des gens pour faire des choses qui, au final, n'allaient pas donner grand-chose en aval, quoi. Oui, bah alors c'est toujours toujours la question de est-ce que 9 femmes peuvent faire un bébé en 1 mois, tu sais. C'est effectivement là par exemple on parle d'un article sur Payfit, une licorne française qui se sépare de 20% de ses effectifs, donc quand même 200 personnes sur un millier d'employés. Ça fait partie des entreprises qui, oui, ont levé pas mal d'argent et qui donc ont embauché énormément, sauf que une croissance en termes de personnel, c'est pas quelque chose qui s'improvise non plus. Après, je suis pas dans leur petit papier, je connais pas comment ça se passe en interne, etc. Mais du coup, il y a aussi potentiellement un ralentissement du financement. Les gens décident peut-être de financer de façon un peu moins à l'arrache certaines choses. Peut-être que effectivement le Covid a aussi vachement ralenti la croissance des entreprises, ce qui fait que les investisseurs se calment aussi, parce qu'ils rentrent pas non plus dans leurs frais. Et effectivement, quand tu embauches et que d'un coup, et que en fait tu embauches sur l'argent qui n'est pas à toi, il y a un moment, t'es obligé de te séparer t'es obligé de réduire tes coûts. Et potentiellement les gens que t'as embauchés, t'es obligé de les licencier, quoi. Là-dessus, parce que si tu fais pas d'argent, nous c'est quelque chose, par exemple, qu'on n'a pas. Enfin, nous on le ressent un petit peu chez Clever. On voulait potentiellement embaucher un poil plus, et on a moins peut-être le budget pour embaucher comme on voudrait embaucher, mais je pense qu'on l'a moins ressenti que d'autres gens, parce que toutes nos embauches se font sur des fonds propres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est des fonds propres, pas de levée de fonds, ouais. On ne fait pas de levée de fonds, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller taper 5 millions, 10 millions... en tout cas, on ne l'a pas fait. On n'a pas tapé 10 millions à un fonds pour ensuite embaucher 50 personnes d'un coup, et que potentiellement, après, on se retrouve à avoir un problème de... On n'est pas à la croissance escomptée, etc. Le fonds se retire, donc on est beaucoup plus prudent, nous, sur les embauches. Et surtout, d'autant plus qu'on n'a pas forcément aujourd'hui les fonds d'embaucher tout le monde avec des tarifs américains. Parce qu'il y a ça aussi, parce que les boîtes qui viennent de lever des millions, ils embauchent des gens en leur promettant du 100 000 par an, du 150 000 par an, des trucs comme ça. Sauf que ça dure 1 an. Après, à la limite, si tu t'en es mis plein les poches pendant 1 an, t'as bien rempli ton assurance vie et autres comptes, à la limite, tu passes à autre chose et tu retournes sur un salaire français. Tu vois, je suis pas sûr que les gens aient changé de train de vie énormément pendant les 6 mois ou les 1 an où ils ont été embauchés à des tarifs aussi mirobolants, quoi. Après, il y a aussi la question il y a aussi le fait que quand tu vas aux États-Unis, les contrats sont pas comme en France. En France, le droit du travail, ça, c'est très protecteur. Donc forcément, oui, quand tu sais que tu peux très facilement foutre à la porte les gens, c'est beaucoup plus tentant de te dire je vais prendre des gens. Et si vraiment on a un problème de trésorerie, hop, le lendemain tu renvoies tout le monde, quoi. Ouais. Pour en revenir sachant que... Ouais, vas-y. Pardon. Pour en revenir à effectivement c'est des stratégies d'entreprise différentes. Quand tu sais que tu as beaucoup de kérosène, tu peux appuyer à fond sur le champignon, et l'important finalement c'est d'aller le plus vite possible, quelle que soit la déperdition d'énergie finalement et le manque d'efficacité de ton organisation. Quand le kérosène devient rare, on parle d'argent, là il faut se recentrer sur être efficace. Et donc oui, ça veut peut-être dire aller moins vite, mais il y a quand même
dans beaucoup de boîtes qui embauchent énormément. Du coup, il y a une perte d'efficacité, quoi. Parce que synchroniser les gens, c'est faire du multi-threading, finalement, c'est non, mais c'est ça. Et potentiellement, tu vires. Tu vois, on parle de Meta aussi qui a annoncé 11 000 suppressions d'emplois. Potentiellement, sur les 11 000, il y en a la moitié, c'était du middle management qui servait juste à gérer les autres, quoi. Donc, il y a aussi ça où. Enfin, c'est quelque chose à trouver, et c'est aussi pour ça que chez Clever Cloud, on essaie de grossir de façon mesurée, parce qu'on sait que on a envie d'arriver le moins rapidement possible à des tonnes de couches de middle management, parce que c'est du boulot, quoi, en fait, de gérer des gens. C'est quelque chose d'assez fatigant et chronophage. Autre chose là-dessus, où on parle des gens qui n'ont plus de sous non plus. On parle des gens qui n'ont plus de sous non plus. Allez, donc transition parfaite. Donc sur le blog de quelqu'un qui a l'air de s'appeler Alex Ellis, j'avoue que je ne connais pas cette personne. Il revient sur le fait que très récemment, donc le 14 mars, donc son article date du 15 mars et l'annonce de Docker était du 14 mars. Donc Docker a annoncé, enfin Docker Hub, enfin Docker qui est l'entreprise derrière Docker Hub entre autres, a annoncé que à partir du 14 avril, les organisations deviendraient toutes payantes, sauf si sauf si tu faisais de l'open source, et ils ont décidé que leur définition de qu'est-ce qu'est de l'open source qu'on accepte gratuitement sur la plateforme était extrêmement restreinte. Globalement, est-ce que tu es Apache ou le CNCF, hein, donc une organisation non-profit qui gère des projets open source, ou est-ce que tu fais ça vraiment dans ton coin et que tu ne touches pas d'argent en dehors, enfin autour de ton activité open source globalement, et si tu n'es pas dans ces cas-là, tu payes $420 par an. Mais ça fait quand même une augmentation de $0 à $420, où on t'annonce que dans un mois, mais il va falloir que tu commences à payer 420 divisé par 12, je vous laisse faire le calcul, et globalement une quarantaine d'euros, quoi, de dollars. 35, allez, admettons, par mois. C'est assez brutal quand même pas un mois comme ça pour laisser échanger. Ouais. C'est assez, moi j'ai vu qu'il y a du monde qui avait réagi par rapport à ça, qui était assez dégoûté de voir du jour au lendemain le truc arriver. C'est ça. Alors ça vient un petit peu quand même du fait que Docker, dans le genre boîte qui ne vit que sur l'argent des VC. Il y a un moment, ils essayent de faire des sous comme ils peuvent. Ils avaient tenté, comment ça s'appelait, c'était Docker Swarm, c'est ça, mais sauf que c'est arrivé trop tard parce qu'il y avait déjà eu Cube plus ou moins qui avait débarqué, tous ces trucs là, donc voilà, et en fait ça fait 10 ans qu'ils galèrent à voire plus, qu'ils galèrent à faire de l'argent. Et donc voilà, donc tout l'article décrit un petit peu aussi, la personne est allée chercher un petit peu les différentes infos, se renseigner, et notamment parce que lui il a reçu le mail qui dit écoute, ton projet qui s'appelle OpenFaaS, donc Function as a Service, comme tu fais de l'argent avec du support autour de ce truc là, t'es pas considéré comme assez open source, et donc tu payes. Et en fait le vrai problème que ça pose, c'est que à partir du moment où tu fais je paye pas, du coup je vais faire mon compte, potentiellement il y avait la question qui se posait et si quelqu'un reprend le compte à mon nom et commence à balancer des malwares dans mes images. Et d'ailleurs OpenFaaS, ils ont eu, je crois, ce problème, je crois que c'est eux, ce qu'ils disent dans l'article, ils ont eu ce problème où eux ils ont bougé sur le registry de GitHub, mais ils avaient encore des vieilles images qui avaient été vérolées sur Docker Hub, mais qui pouvaient pas, qui étaient encore téléchargées, et rien que ça, juste les gens qui mettent pas à jour leurs images
continue d'avoir des vieilles images, voilà. Il cite même d'ailleurs le problème qui est pas un problème de Docker Hub, mais c'est un peu le même principe, le fameux leftpad, pour les gens qui s'en souviennent, sur NPM, donc sur le dépôt des paquets Node. La personne qui faisait leftpad a supprimé leftpad parce qu'il en avait marre de maintenir ce truc, et c'était une lib qui rajoutait globalement des espaces en début de chaîne de caractères. Voilà. Ouais, c'était un truc qui était utilisé partout et qui avait contaminé plein de choses, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc toutes les questions de cybersquat, de ce genre de choses, et surtout du jeu. Enfin, un mois, c'est quand même court pour se retourner, et surtout quand t'as plein de gens qui utilisent tes repos, ça veut dire que si tu payes pas, ça pète ça casse l'expérience, ça casse la prod potentiellement de tonnes de gens, quoi. Et puis, ça commence à arriver de plus en plus, ça, les attaques justement où on cible la chaîne. En fait, tu vas pas cibler tu vas pas cibler une entreprise précise, mais tu te dis je vais toucher tout le monde en répondant des trucs pas forcément très simples. Et ça, c'est super compliqué en plus, parce que retrouver le paquet vérolé que t'es arrivé à mettre sur une plateforme machin. Déjà, un mois, laisser un mois, ça laisse pas de temps pour se retourner. Donc je pense qu'il y a plein de pirates qui ont compris le truc et qui vont prendre le pli très très vite. Alors apparemment, le CTO de Docker, quand on lui a posé la question sur Twitter, a répondu qu'ils allaient ils allaient empêcher quelqu'un de récupérer les comptes après. Le chemin. Ouais. Voilà, mais bon, ça c'est une information non officielle qu'il a répondu comme ça sur. Il a répondu à une question sur Twitter, quoi. Donc voilà, la question se pose, et la façon de faire est quand même assez. On comprend qu'ils ont besoin d'essayer de faire de l'argent, mais c'est brutal. C'est assez brutal, quoi. C'est abrupt. Ouais. Donc voilà, du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont payer, mais qui vont assez rapidement chercher un truc pour se retourner, quoi. Après, est-ce que l'open source devrait être gratuit ? Non. Et on est bien placé pour savoir que l'hébergement, ça a un coût. Mais effectivement, il y a une façon d'annoncer les choses, quoi. Et surtout que c'est le registré par défaut, hein, d'une majorité d'outils. Hein. C'est ça. Donc, et puis une fois que c'est enregistré quelque part dans ton système, dans ta pipeline, voilà, quoi. Puis ils auraient pu commencer par d'autres prix, quoi. Oui, à la limite, ils pourraient faire un truc augmenté. Commencer par un truc, 5 ou 10 balles par mois. C'est peut-être volontaire. Oui, peut-être qu'ils veulent dégager. Du coup, c'est pas dégagé, mais du coup, il va avoir effectivement. S'ils avaient fait ça doucement, on aurait pu, le monde entier finalement aurait pu prendre le temps de mettre à jour ses pratiques, d'avoir plusieurs registrés et ainsi de suite, histoire de quitter Docker avant de payer. Là, de la manière dont ils le font, ils sont à peu près sûrs qu'il y a beaucoup de monde qui va payer au moins quelques mois. Et c'est pas rien au niveau chiffre d'affaires. Après, en termes d'image, je sais pas, mais c'est un mois pour changer les pratiques du monde entier. Ouais. Un mois pour changer les pratiques du monde entier, c'est effectivement ça va être compliqué. C'est clair. En parlant de pratiques du monde entier, si on a fini sur ce sujet, c'était Jérôme qui voulait nous proposer un petit peu d'histoire, une reco podcast. J'ai écouté énormément de podcasts, peut-être même un peu trop des fois. Parmi ceux que j'écoute, il y a un podcast qui s'appelle Tech Café, qui fait de la news tech, comme son nom l'indique. Et ils ont parfois des épisodes bonus dans lesquels l'un des deux Guillaume fait des dossiers assez poussés sur certains sujets. Et notamment, il en a fait un qui m'a subjugué, parce qu'il y parle de toute l'histoire des petites machines qu'on utilise tous les jours, partout, jusque dans nos poches. Et donc c'est en 2 épisodes. Je saurais pas vous le résumer parce que c'est, on voit bien que c'est
c'était pas une histoire gagnée d'avance. On voit bien qu'il y a eu tellement de try hard dans tous les sens pour améliorer. Enfin, il y a eu tellement d'innovations, mais dans tous les sens, des trucs qui n'ont aucun sens, des ordinateurs à vapeur, enfin des trucs. Enfin, on parle d'un temps on parle d'une informatique mécanique avant même d'avoir l'informatique avec des transistors qu'on connaît. On parle de machines analogiques. Voilà, donc c'est juste. Il explique ça très bien. Même les notes de l'émission sont remplies de liens vers des vidéos où on peut voir des images d'archives ou des trucs explicatifs de comment ça marche. Mais je trouve qu'il arrive même déjà rien que dans le podcast à nous faire visualiser des choses qui sont pas particulièrement simples quand même. Parce qu'on parle de machines qui sont très complexes, qui sont véritablement allées aux limites de ce que pouvait faire la mécanique de précision de l'époque. On est vraiment, comme aujourd'hui finalement, aux limites de ce qu'on sait faire pour cet outil informatique. Ouais, et puis t'as encore aujourd'hui... Pardon, vas-y. Non, juste, c'est passionnant. Moi, je laisse complètement répondre. Et puis oui, non, mais voilà, ça permet aussi de visualiser parfois un peu toute la dépendance au sentier qu'on a, de se dire que certaines parties de nos ordinateurs en fait ou certains détails datent d'il y a 150 ans, quoi. Je sais qu'il y a 2 personnes au moins dans ce podcast qui ont un agencement de clavier optimisé pour la tape en français. Il me semble que Emmanuel et moi on fait du Bepo. Enfin, moi je suis sûr, pour moi Emmanuel, je suis presque sûr, parce qu'on en a déjà parlé. Voilà, donc pour les gens qui sont qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez voir le clavier d'Emmanuel customisé. Les jolies gommettes. Avec plus ou moins de gommettes. Les gommettes d'origine ont commencé à décoller, ouais. Voilà. Et en fait, quand tu apprends un petit peu l'histoire juste des claviers, tu te rends compte que l'AZERTY et le QWERTY, ça vient d'un choix marketing qui a été fait en 1870, un truc comme ça. Et je crois bien que c'était encore une autre raison, c'est que sur les machines à écrire, chaque branche qui vient frapper la feuille de papier, tu vois, est proche du bouton sur lequel on appuie. Et le souci, c'est que si jamais on vient actionner 2 lettres qui sont proches l'une de l'autre en même temps, eh bien, les 2 branches qui viennent frapper le papier risquent de s'en mêler. Donc, on a agencé les touches des machines à écrire pour mettre les lettres les plus fréquentes sur les côtés, donc le plus à droite, le plus à gauche, afin que les branches ne s'en mêlent pas. Et c'est de là que vient la disposition QWERTY et AZERTY aussi. C'est ça. Et tu rajoutes, la raison marketing, c'est aussi parce que le premier commercial du typewriter, qui était donc la marque de la première machine à écrire, avait dit, moi, pour faire mes démos, il faut que je puisse taper la marque typewriter avec juste une ligne. Et si vous regardez sur un clavier QWERTY, la ligne qui est au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de repos, donc celle qui est juste en dessous des chiffres, vous pouvez taper typewriter avec, et puis c'est un petit peu mélangé parce que comme ça les clients se rendent pas compte que c'est c'est facile, quoi. Ah non, ok. Voilà. Et donc oui, il y a cette raison un peu technique et la raison en plus la raison commerciale qui en fait qu'on utilise un agencement de clavier globalement sous-optimisé un peu partout dans le monde, globalement. Et heureusement, le Bepo est là. Et heureusement, le Bepo est là. On vous invite à tester. J'ai réussi à convertir 2 personnes, je crois, chez Clever Cloud. On forme une secte. Et voilà. Après la Rust Evangelization Task Force, on a l'équipe d'évangélisation du Bepo. Alors moi, j'ai un clavier 40%. Ce qui 40%. Ouais, je peux vous montrer. Hein. Ah oui, il est tout petit. Ah oui, il est tout petit. Voilà. Waouh. Ah, il est tout mignon. C'est mignon, hein. En effet. Donc il faut un peu réapprendre les layers. Mais c'est assez sympa parce qu'on a plus besoin de bouger jamais les bras.
parce que les deux mains couvrent vraiment complètement facilement le clavier. Du coup, c'est très reposant pour les épaules. On bouge plus jamais les bras, sauf pour aller chercher la soie. Et bah teste le Bepo, tu bougeras encore moins. Ça me tente, mais déjà le passage au 40% m'a demandé un véritable effort neuronal. Et si j'avais rajouté le Bepo en même temps, ça aurait été compliqué. Ouais, mais alors, étonnamment, ma mère a décidé, il y a déjà une dizaine d'années quasiment, d'apprendre à taper à 10 doigts parce qu'elle changeait de boulot et qu'elle voulait un peu rajouter ça à son skill set, parce qu'on sait jamais. Et donc, je lui ai installé Clavaro pour les connaisseurs. Clavaro qui est un mot espéranto. Ça veut dire clavier en espéranto. Okay. Et bref, en tout cas, je vais installer ce logiciel qui te permet d'apprendre à taper. Il tourne bien sous Linux. Et elle m'avait dit, mais je veux surtout pas entendre parler du Bepo parce que moi j'étais déjà avec ma petite banderole, etc. quoi. Parce que non, j'ai fait du AZERTY toute ma vie, je vais pas changer du jour au lendemain, quoi. Et en fait, elle a testé pendant quelques mois et elle est revenue me voir, vraiment 4-5 mois plus tard en mode, est-ce qu'on peut parler du Bepo ? Parce qu'en fait, elle avait tellement d'automatismes sur l'AZERTY que elle a pas réussi à les perdre. Oui. Parce que elle s'y est mise, elle avait 50 ans. Et elle a pas réussi à perdre ses automatismes et donc elle avait du mal, surtout à taper à 10 doigts et trouver que c'était vraiment bizarre, etc. Et depuis, elle est passée au Bepo et en termes de confort de frappe, etc. Elle a trouvé que c'était vraiment mieux et surtout elle a réussi à apprendre mais extrêmement vite, alors que ça faisait 4 mois qu'elle galérait sur l'AZERTY parce que en fait elle avait tellement d'habitude que voilà. Donc ça aurait pu être le Moi j'arrive pas sur l'AZERTY, c'est terrible. Et bientôt Emmanuel va me convertir au Bepo, je le sais. Ah. Et bah voilà. Je commence à avoir des problèmes de poignée, c'est pour ça, à force de taper mal. On a regardé Guillaume taper, alors je le montre avec mes doigts si vous m'entendez, tant pis, mais imaginez que quand on tape à l'AZERTY, on a tendance à aller chercher les touches partout, à étendre les doigts, à les fermer, et on bouge les poignets en même temps pour aller trouver les touches partout. Alors que quand on est sur le Bepo, on a... Alors, bon, bien sûr, il faut généralement tenir les doigts de la main gauche et de la main droite sur la même rangée centrale, mais on est incité à le faire en Bepo puisque les lettres les plus fréquentes sont toutes sur la rangée centrale. On a les voyelles les plus courantes sous la main gauche, les consonnes les plus courantes sous la main droite, et donc on ne va pas chercher des lettres à droite et à gauche et devant et derrière tout le temps. On garde la plupart du temps tous les 4 doigts de la main gauche et les 4 doigts de la main droite bien rangés sur la rangée centrale, et ça c'est bien, et ça c'est ce qu'on veut. Parce que pour comparaison, pour finir sur l'évangélisation du Bepo, et puis après on passera sur la suite. Si vous regardez votre clavier AZERTY et que vous regardez la rangée centrale sur laquelle vous êtes censé avoir vos doigts, donc ce qu'on appelle la rangée de repos, combien de mots de la langue française vous pouvez écrire juste avec ces lettres-là? Versus en Bepo, A-U-I-E, C-T-S-R-N-M. Voilà. Je pose ça là. Mais ça demande quand même un peu d'apprentissage. Et ça, l'apprentissage, il y a des machines qui savent très bien apprendre apparemment. Et qui en deviendraient peut-être même intelligentes. Ah ouais, non mais... Ces transitions sont de mieux en mieux. C'est beau, hein. Ça fait 5 minutes que je la prépare. Donc voilà, et alors non seulement on commence à avoir des machines soi-disant intelligentes, mais ça commence à devenir un vrai enjeu commercial, et c'est Jérôme à nouveau qui va nous en parler. Oui, enfin rapidement, avec l'annonce de GPT-4, OpenAI a annoncé par le biais de son président, je crois, alors ils le disent pas, ils ont pas encore rebrandé la marque, mais en fait le côté open de OpenAI, clairement ça allait plus trop être le cas, puisque c'est fini. Enfin, OpenAI, je crois qu'il a commencé comme étant une association, non-profit, je crois, proche, non-profit, et qui maintenant est une société commerciale, qui avait quand même une ambiance très recherche.
Maintenant, la recherche est finie, on passe au secret. Et clairement, ça, c'est peut-être une évolution normale, mais ça va. Voilà, c'est vrai qu'on est sur des outils qui vont avoir un impact très important sur le monde. C'était quand même sympa qu'on ait des rechercheurs indépendants qui puissent en interroger les biais, au moins savoir sur quel dataset ils ont été entraînés, selon quelles règles, quel code, voilà, tout ça. Et maintenant c'est fini. Donc si vous voulez savoir comment ça marche, il va falloir rétro-ingénierer. Voilà, c'est pas comme si on n'avait pas eu des cas concrets d'entreprises qui font des choses à une échelle dingue et qui a une influence sur, par exemple, des démocraties importantes. Ça commence par Cambridge et ça finit par l'Analytica. Et donc, voilà. Voilà, je vous laisse réagir à ça. J'ai pas beaucoup plus à rajouter sur le sujet. On en parlait dans l'épisode précédent un petit peu. L'épisode d'il y a une semaine, d'il y a 2 semaines maintenant pour les gens qui nous écoutent. Un petit peu effectivement sur le côté les intelligences artificielles qui seraient harmless, enfin sans danger. Il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Effectivement, le côté OpenAI qui referme un petit peu la recherche. Effectivement, il y a ce côté il faut commencer à devenir compétitif parce qu'ils commencent à se rendre compte que il y a des thunes à se faire globalement là-dessus. Et effectivement, à partir du moment où on ne sait plus trop, même en dehors des gens qui influent sur des démocraties, les exemples d'intelligence artificielle qui deviennent racistes en moins de 2 heures à discuter avec des internautes qui ont décidé que ils allaient l'entraîner de cette façon. Ils l'ont mis sur Twitter aussi. Ils l'ont mis sur Twitter. mais voilà. Et donc, oui, effectivement, ça arrive. Si on ne sait pas sur quoi c'est entraîné, si on ne sait pas, d'où se base là-dessus, alors que il y a quand même, les chercheurs globalement disent, ça serait bien qu'on ait des comités d'éthique. Sur les sujets des datasets, etc. C'est un peu compliqué. Alors j'ai lu l'avis en fait opposé au sujet des modèles de ChatGPT, de GPT-3 qui avaient fuité, et il y a des gens qui ont dit que les modèles de langage sont en train d'avoir leur moment de Stable Diffusion. Donc Stable Diffusion, en fait, qui était le premier modèle que les gens pouvaient faire tourner sur leur propre machine. Et donc j'ai vu des démonstrations de gens qui faisaient tourner GPT-3 sur leur propre machine et même sur des Raspberry, et qui considèrent que maintenant c'est la communauté qui va pouvoir s'en emparer. Ce qu'en fait est exactement l'inverse de ce qu'on vient de dire. Alors moi je suis perdu, je sais plus quoi. Il faut juste qu'on arrête de parler d'intelligence artificielle pendant 5 ans, et puis comme ça on verra. Je pense pas qu'on puisse s'offrir ce luxe, mais j'ai l'impression qu'en fait l'amélioration, le progrès technique sur ces trucs-là, ça va de façon exponentielle. Surtout que là, en 2 semaines, on a eu combien d'annonces de Watt, sans déconner? On a eu un côté GPT-4, un autre machin, Adobe, tout le monde a commencé à vendre son produit et à dire regardez mon produit, j'ai intégré ce qui vient d'arriver. Et là, ils sont vraiment dans une guerre assez féroce. Et du coup, ils ont dégagé les comités d'éthique. Il y avait déjà des comités d'éthique, mais ils les ont dégagés. C'est trop long. Parce qu'il faut aller plus vite. Oui, c'est ça. C'est quoi la réplique de Retour vers le futur 2 ? Le système judiciaire avance plus vite depuis qu'on a supprimé les avocats. C'est carrément ça. Et en parlant de gens qui vont vite, non absolument pas, ou aussi de gens qui aimeraient coder plus vite, potentiellement. Nous avons Microsoft via GitHub qui a sorti donc une nouvelle version de Copilot.
C'est Nouvelle c'est Microsoft qui annonce introduire ChatGPT 4, enfin GPT-4, donc son dernier modèle le plus super cool possible de tous les modèles de langage super cool, dans GitHub Copilot pour accompagner le développement dans VS Code, où donc GitHub Copilot, on lui disait s'il te plaît, écris-moi telle fonction en JavaScript pour faire ça, écris-moi un constructeur pour telle classe, ou fabrique-moi un composant React. Eh bien, ça marchait pour faire des petits trucs, et ChatGPT 4, on lui dit crée-moi un outil en C++ qui fasse de la comparaison d'images, et il écrit 1200 lignes de C++ comme ça, quoi. Ça fait beaucoup à débugger. Oui. Et donc le niveau technique de ces intelligences-là, de ces générateurs de langage, grandit. Moi, j'ai l'impression que ça grandit de façon exponentielle. Et pas plus tard qu'hier, je croisais un dev par hasard dans la rue que je connais, qui s'est mis à son compte récemment et qui est déjà en train d'estimer à quel point ces outils-là, donc typiquement GPT-4, pourra, 1, lui faciliter la vie, et 2, lui faire de la concurrence. Et donc, on parlait il y a un instant du marché du travail avec les devs. Lui, la question qu'il se pose, c'est est-ce qu'on aura besoin de devs encore? À quelle proportion? Si maintenant, un dev plus une IA pourront faire le boulot que avant 10 devs devaient faire. Donc, et moi j'ai déjà ma petite idée là-dessus, et je voudrais avoir votre opinion. Ma petite idée, c'est que les IA sont très impressionnantes, mais sont les plus utiles, les plus puissantes entre les mains de gens qui maîtrisent déjà le métier de l'IA. Par exemple, moi, si on me met un générateur d'images entre les mains, ça fait des trucs moches. Et j'ai un ami qui est graphiste, et quand lui, il demande des trucs aux IA, il a des choses super cool. Je pense que c'est parce que il maîtrise déjà le métier de l'image, il est graphiste, il dessine des choses sur Photoshop, et donc il sait ce qu'il veut obtenir. Et bien de la même façon, nous, je me souviens, c'était avec Guillaume, l'autre jour, on avait un truc à écrire en Python rapidement. On a demandé à ChatGPT, s'il te plaît, écris-nous une fonction en Python qui prend un timestamp d'entrée, un timestamp de sortie, et qui nous les chunk par tranche d'1 heure, et livre-nous une liste de tuples, donc de timestamp de début, de timestamp de fin. Oui, je me rappelle bien. Eh bien, nous savions précisément quoi demander à ChatGPT parce que nous maîtrisons déjà ce métier, et nous avions seulement besoin de l'accélérer. Et bien de la même façon, mon hypothèse, et vous me donnerez votre avis, c'est que les développeurs ne vont pas perdre leur métier, c'est le métier qui va être changé, mais le métier va être accéléré, mais il ne va pas changer dans le sens où notre métier de dev, c'est d'automatiser le métier de quelqu'un qui ne l'est pas, et donc de convertir une demande humaine en solution technique. Et que les IA vont seulement changer un peu la donne là-dessus, mais qu'on aura encore besoin de nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Moi, je suis assez d'accord avec ça, et ça rejoint l'article suivant. Je dis pas qu'on en profite pour faire une transition, mais on peut le mettre dans le même panier de Josh Como, qui est quelqu'un qui fait du front-end, enfin du web, et qui est très très bon. Ses articles sont incroyables, et il a fait un article pour réagir à un tweet, parce que les gens ils font toujours des articles pour réagir à des tweets maintenant. Le tweet disant maintenant tous les gens qui ont des skills plutôt front-end, et il va falloir qu'ils apprennent à faire autre chose, parce que ils vont bientôt perdre leur job.
Et donc tout l'article explique globalement ce que vient de dire Emmanuel, c'est-à-dire que alors l'article rappelle d'ailleurs aussi, c'est un truc que je voulais faire dans l'épisode, donc autant le faire maintenant, comment fonctionnent les choses de type GPT-4, tout ce qui est GPT, 3, 4, etc., c'est juste un outil qui, à partir de, après avoir lu des tonnes de textes, va être capable, plus ou moins bien, enfin va juste estimer, à partir du moment où j'ai déjà une chaîne de caractères, quelle est la probabilité que tel mot soit le suivant dans la chaîne de caractères. Ça ne fait que ça, GPT. Après, quand on prend ChatGPT, etc., il rajoute des petits outils pour se rendre compte que tu lui demandes de faire un calcul et donc il va envoyer ça sur un moteur qui est capable de parser ton équation. Mais GPT, ça fait littéralement essayer de trouver le mot qui a le plus de chances, d'après ce que je sais, enfin, d'après ce que GPT sait, d'être la suite d'être à la suite des mots qu'on m'a déjà donnés, quoi, ou en tout cas par rapport à la question. Donc en fait, il est incapable, mais par principe, de comprendre ce qu'il est en train de t'écrire. Parce que pour lui, il t'a juste sorti une liste une suite de mots, de caractères qui ont une bonne probabilité d'aller bien ensemble. Et c'est ça qui fait que parfois, il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a les fameuses hallucinations, parce qu'en fait, à force de prendre plein de données, etc., de calculer des trucs, il arrive à trouver des probabilités qui sortent un petit peu de nulle part, et c'est ça qui fait qu'il y a des fameuses intelligences artificielles qui ont des hallucinations, qui te sortent des phrases qui ne veulent absolument rien dire, ou qui te sortent du code d'ailleurs qui compile pas forcément. Et effectivement, enfin, c'est là que je te rejoins, Emmanuel. C'est que à partir du moment où tu cherches à remplacer un métier, tu vas avoir des gens qui ne connaissent pas le métier et qui vont prendre pour argent comptant, parce que des exemples d'IA qui te soutiennent mordicus que je sais plus, il y avait un exemple comme quoi Elon Musk n'existait pas en 2021 ou un truc comme ça là. Enfin, je sais pas si vous avez vu que le mammifère marin le plus rapide c'est le thon. C'est ça. Ouais. Et donc en fait, le truc potentiellement à 80% il va être bon, mais dans tous les cas, il va te donner la réponse en te disant mais je suis à 100% sûr que cette réponse est bonne. Tu peux pas lui faire confiance. Et voilà, en fait, tu peux pas lui faire complètement confiance. Et en tout cas, les algos qui sont aujourd'hui utilisés, donc de type GPT, peut-être que dans 10 ans, on aura des algos qui seront complètement différents avec d'autres choses. Mais en tout cas, là où se dirige la science aujourd'hui et ce qui existe aujourd'hui, qui peut être mis entre les mains de tout le monde, c'est vraiment un truc qui ne comprend pas ce qu'il fait et qui va pourtant te répondre comme s'il était sûr à 100% de ce qu'il fait. Jérôme, est-ce que toi, tu avais une opinion sur les IA et puis le potentiel disruptif Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, ces trucs sont pas fiables. Ils ont des moments de génie, mais ils sont pas fiables. Et donc, ils ont besoin de quelqu'un qui sait faire la différence entre le bon résultat et un truc qui est complètement tiré à côté de la plaque. Donc voilà, c'est la réalité, quoi. C'est comme ça qu'ils sont conçus de toute façon. Donc effectivement, y a pas de... Et là où je rajouterais par rapport à ce que tu as dit, c'est que en vérité, je pense qu'on va constater ça pas seulement sur notre métier. On n'a parlé que notre métier, mais je vois pas pourquoi il y aurait pas exactement le même problème chez les copywriters, les journalistes, les avocats, les notaires. Énormément de métiers, de professions intellectuelles qui jusque-là n'étaient pas touchés par l'industrialisation ou voilà. Enfin, on a une rupture technologique qui nous fait passer d'une ère où l'efficacité de quelqu'un d'expérimenté va prendre x5 d'un coup. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le besoin de main d'œuvre ou de cerveau d'œuvre dans le métier, et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour comment on forme les débutants en fait, si on n'a plus besoin de débutants. Enfin, dans la pyramide d'expérience qu'on a dans l'informatique,
Comment moi je serais devenu la personne que je suis aujourd'hui si j'avais juste pas eu de boulot. Enfin, parce qu'en fait, des gens déjà expérimentés, ils auraient pas eu besoin de moi. Ou, enfin, voilà, c'est. Ça dit, j'ai souffert du manque de mentor déjà dans ma carrière. Voilà, c'est. Ah oui, c'est une question. Ouais. Une question que je me suis posée, c'est admettons qu'aujourd'hui, quelqu'un qui découvre le développement, il apprend qu'il y a des fronts, il apprend qu'il y a des backs, et ben il peut juste demander, mettons, à ChatGPT, s'il te plaît, fabrique-moi un front qui fait ça et qui consomme une API REST, puis parce qu'il a appris ce que c'était qu'une API REST. Et puis d'un autre côté, il dit, s'il te plaît, fabrique-moi une API REST avec la Ravel, Doctrine, du MySQL, etc. Et à un moment donné, il y a des trucs qui marchent pas. Il y a des CORS, tu vois, il y a des cross origin requests, tu vois, le truc typique qui marche pas quand on fait du full stack. Et là, le jeune débutant qui se retrouve face à des CORS et qui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il peut demander à ChatGPT, qu'est-ce que c'est des CORS? Et ouais, mais c'est des gens sur une île qui mangent du fromage et qui élèvent des cochons sauvages. Et qui se tire dessus. Donc moi je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre trop de distance entre, parce que bon, nous on a la chance ou la malchance, je sais pas, d'avoir appris d'abord le dur, d'abord HTML, CSS, et puis qu'est-ce qu'un langage interprété, compilé, et puis qu'est-ce que c'est qu'une API, et ainsi de suite. Et ce qui fait que bon, quand les trucs bug, on sait pourquoi, à peu près. Mais je me dis, si on fabrique des espèces de boîtes noires comme ça de logiciels en disant juste à la machine, fabrique-moi une API, s'il te plaît, dessine-moi un mouton, et que la machine nous pond une base avec, je sais pas, 5000 lignes de code et que ça marche, donc on questionne pas, et puis au moment où ça bug, on est bien en peine de savoir pourquoi. C'est un peu une question que je me pose. Moi, je suis très content pour le coup de pas avoir... En fait, j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit, mais est-ce que du coup je suis content ou pas content de pas avoir vu les outils plus tôt? Pour le cadre, moi je finis mes études dans quelques mois. Et c'est vrai que là de me dire, et je me suis dit, mais du coup si je l'avais eu quand j'étais en DUT, là, avant que je rentre en école d'ingé et tout, c'était un DUT informatique, donc j'ai vraiment fait beaucoup de développement, est-ce que ça m'aurait été utile? Et en fait, je me dis, mais heureusement que je l'ai pas eu trop vite non plus. Parce que j'aurais été tenté de l'utiliser trop vite, et du coup, je pense que j'aurais perdu plein d'erreurs toutes bêtes, que maintenant je sais corriger, ou des fois un peu tricky, machin, que j'ai eu avec des retours d'expérience avec des profs qui, eux, avaient la méthodologie. Et du coup, je pense qu'on pourra perdre facilement en méthodologie, et du coup, ça ferait des développeurs qui auraient plus la méthodologie, sachant que la méthodologie, c'est vraiment l'essentiel, parce que la techno, elle évolue tellement vite que, bon, tu sais pas comment aller le débugger, si t'as pas trop de pistes, c'est compliqué, quoi. Voilà un petit peu mon point sur ça. Eh bien, si vous m'entendez, oui. Avançons sans transition, par contre, on reste quand même un peu dans le même sujet. Ça a duré 2 secondes. Vas-y. Bref, je vous invite à avancer aux articles suivants, sans transition. Alors, je vais le faire du coup. L'article suivant, c'était pour toi, Guillaume, sur les demandes DMCA, des dépôts basés sur le modèle LLAMA, donc Lama, c'est une histoire de... Parle-nous de Facebook, enfin, parle-nous de Meta. Voilà, parle-nous de ça. Bon, en grosso modo, en fait, il y a Meta qui a fait ce qu'on appelle des DMCA. En gros, ils ont envoyé un joli mail à GitHub pour dire ce dépôt-là, GitHub là, ce dépôt-là, tu me les fais tomber. Tu me les désactives, comme pour une raison de droit d'auteur. En fait, Meta a open sourcé un modèle d'IA qui s'appelle Llama avec 2 L au début. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce modèle-là, ils ont dit, il est open source seulement pour les chercheurs, mais du coup seulement certains chercheurs qu'on autorise. C'est un peu bizarre comme open source leur histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ça a fuité. Les poids, en fait, le modèle en lui-même a fuité et a été diffusé sur 4chan, je crois, avec des torrents et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des petits scripts pour télécharger automatiquement le modèle, tous ces trucs-là. Et du coup, ils se retrouvent à tirer au bazooka pour descendre en fait tous ces dépôts-là qui touchent à leur modèle à eux. Voilà, donc il y a une espèce de petite guerre actuellement là-dessus, et ça fait assez peur, notamment sur le fait que Meta prônait l'ouverture
Et ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure, on prônait l'ouverture en disant regardez, on fait des modèles qui sont open source, qui sont super bien et tout. Et là, en même temps, on se rend compte que c'est open source, mais mais pas trop non plus, quoi. Ça fait un peu revirement de situation. Et il y a pas mal de gens comme ça qui s'inquiètent du fait qu'on est en train de refermer à partir du moment où la recherche a fini par, on n'est plus sur de la recherche fondamentale, mais que ça donne vraiment des résultats intéressants. Bam, on peut en faire un produit et qu'il y a une histoire d'avantage concurrentiel. L'open source, non. Et l'ouverture, non. Voilà. Donc c'était un peu ça. Je vous propose d'enchaîner du coup sur le deuxième, parce que Vas-y. bon là pour le coup c'était surtout c'était un modèle qui était assez intéressant, mais bon, une DMCS arrive régulièrement. Ce qui est dans la vague d'annonces qu'on a eu, ChatGPT ne supportait pas pendant très longtemps les plugins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y a de plus en plus de gens qui se sont dit vu qu'on a ChatGPT mais qu'on n'est pas capable enfin, ChatGPT c'est quand même assez bête, hein, très clairement. C'est vous avez une interface, vous avez des inputs, des retours, et vous pouvez poser des questions, tout ça. Et en fait, ils se sont dit mais putain, comment on peut faire Imaginez, j'ai une super recette magique qui me permet d'avoir des résultats incroyables avec ChatGPT. Et ben j'aimerais bien pouvoir enregistrer comme des snippets de code en fait. Et en fait, ça c'était pas possible pendant très longtemps. Et du coup, il y a pas mal d'éditeurs et de gens qui ont monté des petits business en fait en créant des extensions sous Firefox et Chrome. Et évidemment, dès qu'il y a un truc un peu hype, il y a des pirates qui viennent se mêler de ça. Et du coup, il y a certains pirates qui sont amusés. Alors là, j'ai mis un article, mais ça fait au moins la deuxième fois qu'ils chopent des gens qui font ça. Alors soit ils créent eux-mêmes l'add-on, soit ils forkent évidemment un add-on open source. En remodifiant un petit peu l'image, machin, et en fait ils le republient sur le store. Et là pour le coup, en fait, en republiant directement sur le store, ils avaient embarqué du code malveillant qui piquait je crois que c'était des cookies de session sur Facebook. C'est ça, ouais. Ils piquent des cookies de session sur Facebook et ils les extraient. Et après ils les extraient vers un command and control. Donc ils peuvent récupérer des comptes Facebook comme ça. Enfin voilà, ce genre de petits trucs là qui commencent à pulluler. Voilà, je sais pas si vous utilisez des extensions avec ChatGPT. Peut-être pas. Non. Moi non. Moi j'ai commencé à y mettre, et il y a des extensions comme ça pour des snippets de code qui sont assez sympas. Mais du coup, bientôt il n'y en aura plus besoin, parce que ça fait écho à ma dernière news qui va juste après. ChatGPT vient d'introduire des plugins natifs. Et en fait, ils sont en train de faire du coup tomber tous ces business de personnes qui avaient créé des petites extensions. En disant on va faire des plugins natifs qui ont la capacité notamment d'interagir avec Internet. Les modèles d'OpenAI actuellement sont décodés Internet. C'est une base de connaissances qu'on va query, grosso modo. C'est un peu ok. Je me permets, c'est un peu différent j'espère qu'on m'entendra suffisamment, peu différent du truc d'avant, où avant c'était une extension de quelque chose qui utilise ChatGPT en back-end. Là on parle vraiment tu demandes des trucs à ChatGPT, et tu vas reconnaître que cette demande-là, elle correspond à tel type de demande, et donc tu vas l'envoyer vers un autre outil, quoi. C'est pas vraiment ça. En fait, c'est vraiment les extensions actuellement, elles se pluguent dans l'interface de ChatGPT. Okay. Tu vas ajouter des fonctionnalités dans l'interface de ChatGPT. Voilà. Ok, je viens de comprendre. Et en fait, leur système de plugins qui sont en train de release en alpha actuellement vient faire ça, en fait, vient proposer des fonctionnalités en plus, et ils sont en train de vraiment de construire sur le modèle d'une marketplace, en fait, où si tu veux faire je sais pas, tu veux query un truc Airtable, tu pourras utiliser l'intelligence de ChatGPT sur ton Airtable, ce genre de choses là, en fait, intégration. Et ça va être beau. Voilà. Voilà. Alors, parmi tous ces merveilleux outils que on a à disposition, qui soient plus ou moins légaux, plus ou moins illégaux ou douteux, il y en a un que tu voulais nous présenter, Guillaume, qui lui est complètement légal puisqu'il est open source, et il s'appelle... Jérôme. Je suis désolé, j'ai confondu Jérôme et Guillaume. La transition tombe à l'eau. Moi, ça fait 3 heures que je me plante à chaque fois. Je suis vraiment désolé pour vous deux. Donc Jérôme, tu voulais nous présenter CodeGener. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Oui, bien sûr. Jérôme. Bon, je vous ai expliqué en début d'épisode que je maintenais un portail immobilier à moi tout seul avec mes petites mains, et même avec beaucoup de
beaucoup de courage et beaucoup d'heures passées. Je suis pas un 10x développeur qui peut coder sans s'arrêter et qui pisse de la ligne au kilomètre. Et en plus, j'aime pas me répéter. Ça me fatigue. Il se trouve que plus avant dans ma carrière, chez donc Bizop dans le e-commerce, on a eu un gros projet qui nous est tombé dessus. Et on était une toute petite équipe. Et on avait commencé. Un jour, mon CTO, il est arrivé, Johnny, si tu m'écoutes, merci. Il est arrivé, il nous a dit, on va inverser les choses. On va d'abord, au lieu de coder le truc, le serveur, et puis d'exposer du OpenAPI. Vous connaissez OpenAPI, je pense tout le monde ici. Pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas, c'est un format de description d'API REST. Voilà, au lieu de coder le serveur, ou en tout cas une grosse partie du serveur, d'en ressortir un OpenAPI, et avec cet OpenAPI être capable de générer le ou les clients dans différentes technologies, on va inverser les choses, on va apprendre OpenAPI. Bon, là, le formalisme n'est pas non plus impossible à apprendre. On va l'écrire avec nos petites mains en YAML, et on va demander à du templating de nous générer tout le boilerplate côté serveur aussi. Et donc ça a un nom, ça s'appelle API First ou Contract First, ou on l'appelle comme on veut. L'idée c'est vraiment de décrire l'aspect de ce qu'on veut, en tout cas le contrat d'interface, pas forcément l'intérieur, le comportement, en tout cas vraiment l'interface, et de s'appuyer sur la génération de code pour nous écrire tout ce qui est un peu bébête à écrire, en fait, qui est redondant, qui est un peu fatigant, qui est vite verbeux. Enfin, c'est pas très intéressant. Et donc, on a utilisé OpenAPI Generator, je crois, chez Bizop. Alors, c'est pas moi qui m'en suis occupé directement, c'est mes collègues, et je les ai vus un peu pleurer. Parce que du Java pas forcément super flexible, dans du Maven qui tourne sur un Docker qu'il faut lancer, enfin un truc particulier. Je l'avais recodé en .NET. J'ai commencé à l'utiliser moi perso, et finalement c'était pas assez rapide le .NET quand on commence à l'appeler plusieurs fois et quand on commence à générer des milliers de lignes de code avec. Donc je l'ai recodé en Rust. Oh tiens, un outil Rust à la fin ça, c'est cool. de Massy. Voilà, donc c'est pas rocket science, hein, ça prend en entrée du JSON ou du YAML, ça résout les références, parce que dans du YAML on peut faire des $ref vers d'autres morceaux de YAML. Donc on fait une petite récursive, on résout tout ça, histoire quand on va faire notre template, d'avoir toutes les bonnes choses au bon endroit, ce qui est quand même plus pratique quand on s'amuse à faire du template. Ensuite, je l'envoie à un template. Alors ça, c'est une opinion assez forte chez moi. Je pense vraiment que sur des projets d'envergure, il faut pas s'appuyer sur un générateur de code qui fournit toute sa stack et tout son templating, et qu'après on sait pas modifier, et qui répond à 99% des cas, mais que le 1% on n'arrivera jamais à le faire parce qu'on essaye de se tordre au produit. C'est un peu dommage. Donc c'est tout pipeline d'intégration. Les templates ne sont pas fournis. J'aimerais passer un peu de temps à faire des templates éducatifs, des quick start, mais je considère vraiment que chacun est responsable de ses propres templates. Et ensuite, on output ça en mémoire avec quelques petites instructions de post-traitement, histoire de dire ça va dans tel fichier, ça va dans tel fichier, ça va dans tel fichier. Et c'est parti. Et voilà, ça, en tout cas, sur mon projet et sur d'autres projets, puisque j'ai utilisé ça aussi sur d'autres projets, ça a un retour sur investissement qui est assez sympa, parce que c'est pas juste de générer le code le boilerplate qu'on aurait codé à la main, mais il y a un effet rebond, mais positif. En général, quand on parle d'effet rebond, c'est dans le sens, oui, on a une nouvelle invention, du coup on l'a trop utilisé, du coup il y a des impacts négatifs. Mais là, je trouve qu'il y a plus d'effets rebond positifs, c'est-à-dire que j'ai tendance à faire de la surqualité grâce à ça. Par exemple, les exemples qu'il y a, les exemples d'objets JSON, les exemples de requêtes qu'il y a dans ma documentation OpenAPI, je les transforme en tests unitaires qui vérifient qu'ils sont bien désérialisables et validables par le code serveur.
Ouais, ça paraît rien, mais en fait, j'ai la garantie que Madoc, que Madoc, elle est juste. Voilà, tout un tas de petits trucs. J'ai dans les cartons un talk d'1 heure, donc je peux parler longtemps là-dessus. Ça mérite. Mais voilà, c'est marrant. Si vous voulez l'utiliser, vous avez dans les show notes ce qu'il faut pour me contacter et je peux vous aider à démarrer, parce que c'est vrai qu'au démarrage c'est un peu coûteux, mais sur le long terme c'est fou. C'est vrai que là, sur la surqualité, il y a aussi le côté, parfois tu fais de la presta, tu fais des API pour plein de monde, et en fait tu reprends toujours les mêmes API, mais il y a des petits changements. Et les petits changements, en fait, ça va être un copier-coller de code, et ensuite te démerder pour enlever tout ce qui était de l'ancien client pour remplacer par le nouveau client. Et en fait, si tu as ton template de à quoi ressemble déjà ton API un peu de base que tu vas faire finalement en copier-coller entre guillemets pour tous tes clients, c'est toujours ça de gagner, quoi. C'est toujours ça de gagner, c'est vrai que oui, c'est toujours ça de gagner. Ça a pu arriver. Qu'il y ait des copier-coller de templates. Tout le monde le fait. Quand les stacks s'alignent, voilà. Et en plus, j'ai rajouté, justement, pour un besoin client, GraphQL. Qu'il est capable aussi de manger du GraphQL, donc de le recracher dans un JSON. Ouais. Et ensuite, c'est reparti. Et du coup, pareil, voilà. On écrit du GraphQL propre avec le SDL GraphQL. On met notre liste au Père Noël, et puis après, ça va rajouter, ça va changer ce qu'il y a besoin. Et quand on a la chance d'avoir un langage fortement typé et compilé, il suffit de lancer un cargo check pour savoir tiens, oui, là ça compile plus, bien sûr, puisque j'ai changé mon API, que j'ai généré le code et qu'il n'y a plus que ça à changer, et ça va bien se passer. Voilà. Ouais, c'est vrai, ce genre de truc pour pas mal d'agences web, ça peut être très intéressant. Je suis étonné que ce soit pas plus utilisé, très honnêtement. Ouais. Mais voilà, après, il faut bien que ça m'accélère énormément. Parfait. Ça va être le moment tant attendu du lancer de dés pour déterminer qui nous présente sa musique de fin d'épisode. Donc, d'après les notes qu'on a, entre 1 et 5, c'est moi. Entre 6 et 10, c'est Guillaume. Entre 11 et 15, c'est Emmanuel. Et entre 16 et 20, c'est Jérôme. J'ai fait 12. C'est donc Emmanuel qui nous présente Sound of Science, c'est ça ? C'était exactement ça. Vous connaissez tous Simon et Garfunkel qui ont chanté The Sound of Silence, et nous allons écouter un remake dans l'univers de Portal qui s'appelle Sound of Science, et c'est des robots qui vont chanter pour nous. Très bien. Et donc pendant que vous entendez cette petite musique de fin, probablement, on peut refaire le petit tour avant de dire au revoir aux gens. Où est-ce que on peut te trouver, Jérôme ? Twitter.com/Giroex. J'ai aussi le nom de ma boîte et mon site internet qui s'appelle Eventually Consultant. C'est une grosse blague pour ceux qui l'ont saisi. Oui, moi que j'ai beaucoup aimé personnellement. Je te remercie. C'est très niche. Oui. On mettra le lien, si tu peux l'écrire d'ailleurs dans les notes, comme ça sera fait. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur Twitter, donc twitter.com/Guillaume Astier, et sinon j'ai un petit blog qui s'appelle 50 nuances d'octet, vous pouvez accéder en tapant 50no.fr. Merci. Emmanuel. emmanuelbosquet.com. Parfait. Voilà. Et moi, je suis le seul à pas avoir de site apparemment. Vous devez pouvoir me retrouver sur une des pages de clevercloud.com. Et sinon sur Twitter, mon pseudo JUUDUU, comme mon prénom et mon nom de famille, mais avec les U doublés parce que j'aime pas mettre mon département à la fin de mon pseudo. Voilà. Et donc je préfère doubler le mot. Sur ce, je vous dis au revoir, et on dit au revoir à toutes les personnes qui nous écoutent, voire qui nous regardent. Salut. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée. And when you reach the exit door